Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Action gouvernementale numéro 19. Bienvenue à notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement. Selon les statistiques, près de 200 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi au Mali tous les ans et seulement 10% d'entre eux arrivent à se faire une place sur ce marché. Parmi eux, des jeunes diplômés, des jeunes non scolarisés ou déscolarisés, des jeunes ruraux qui convergent également vers les grandes villes, mais aussi des moins jeunes. La question du chômage, par conséquent, de l'emploi avec ses conséquences constitue donc aujourd'hui un défi majeur pour nos autorités. Quelle solution pour résorber le chômage des jeunes? Que font les structures en charge de la promotion de l'emploi? Pourquoi, malgré les remèdes apportés, le mal persiste? Quel rôle pour la formation professionnelle? Nous poserons bien évidemment toutes ces questions à Maman Babi, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, et l'invité de ce 19e numéro de Action gouvernementale. Bienvenue, monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation pour vous interroger ce soir. Moi-même, Yaya Konaté, et avec moi, Sidiki Dambélé. Sidiki, bonsoir. Bonsoir, Yaya. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, vous avez terminé vos premières études supérieures dans les années 90 et moins d'un an après, vous avez décroché votre premier emploi à l'USAID. Est-ce que quelqu'un comme vous, qui n'a pas connu les affres du chômage, est mieux placé pour comprendre le vécu et les préoccupations des chômeurs? Merci beaucoup, monsieur Dambélé. Donc effectivement, j'ai connu le chômage, contrairement à ce que vous pouvez penser, parce que j'ai fini en juin 90 et j'ai chômé de juin 90 jusqu'en 91-92 où j'ai effectivement eu mon premier emploi. Donc je suis passé par la case chômage, mais c'est vrai que je ne me suis pas assis, malgré le fait que je n'avais pas d'emploi. Je partais tous les matins en ville faire de la prospection et j'ai accepté de travailler bénévolement dans certaines structures, dans certains projets, jusqu'à ce que les premières opportunités se soient présentées. Donc, je suis bien passé par la case chômage. Par rapport à beaucoup de jeunes qui passent de longues années au chômage, vous vous considérez quand même comme un privilégié, quelques mois de chômage? Oui, tout à fait. Je pense que chacun a sa chance dans la vie. Et ce que je dis souvent aux jeunes, c'est aussi de prendre des initiatives. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas resté à la maison. Je prenais tout ce qu'on me donnait et puis je faisais des traductions du français vers l'anglais ou vice-versa. Et puis, voilà. Qu'est-ce qui est déterminant pour décrocher un premier emploi immédiatement après ses études? Bien sûr, dans toute chose, il y a une dose de chance, mais je pense que ceux qui s'élèvent quand même pour chercher ont beaucoup plus de chance. Et je pense aussi que vraiment les élèves ou les étudiants qui sont passés par la case associative ont toujours tendance à prendre plus d'initiatives que ceux qui n'ont pas été très actifs dans le mouvement associatif. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut aider. Il se dit aussi que sous nos cieux, il faut avoir des relations. Oui, tout à fait. Je pense que je n'étais pas particulièrement gâté en la matière parce que je viens d'une famille modeste et j'ai dû travailler dur pour arriver, bien sûr avec la bénédiction de personnes qui n'étaient pas vraiment mes parents, mais qui m'ont apprécié dans le travail que je faisais, dans la détermination qui était la mienne pour pouvoir réussir aussi, et qui m'ont accompagné. Monsieur le ministre, avec toute cette horde de chômeurs que le pays connaît aujourd'hui, beaucoup considèrent la question du chômage des jeunes, donc par conséquent de l'emploi, comme une bombe sociale. Est-ce que c'est une lecture qui est correcte ou bien c'est exagéré? C'est absolument une lecture correcte. Si aujourd'hui nous considérons que la jeunesse, c'est pratiquement les 2/3 de la population de nos pays, et que cette jeunesse-là traverse des situations difficiles, sans perspective. Je ne parle pas simplement de la population des jeunes diplômés, je parle aussi de la grande frange des jeunes qui sont en milieu rural, qui sont peu scolarisés, déscolarisés ou pas scolarisés du tout. Je pense effectivement que la question de l'emploi des jeunes, de la formation des jeunes, est une question de sécurité nationale et de sécurité mondiale. Une bombe qu'il faut désamorcer très vite, c'est une urgence pour vous? C'est une urgence non seulement pour moi, mais c'est une urgence pour le gouvernement, c'est une urgence pour le président de la République et le Premier ministre qui nous soutiennent dans ce que nous faisons. Le gouvernement aussi est mobilisé parce que, comme vous le savez, c'est beaucoup d'autres secteurs qui concourent à la création d'emplois, pas simplement le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc je pense que toute l'équipe gouvernementale est consciente de cela et tout le monde travaille. Nous avons des points focaux pratiquement au niveau d'une bonne quinzaine, pratiquement une bonne quinzaine de ministères où nous collectons les informations sur les formations, sur les emplois, sur
les opportunités qui peuvent s'offrir aux jeunes diplômés et moins diplômés. Mais votre collègue de la fonction publique vous renvoie toujours la balle en disant que la fonction publique n'a pas vocation à créer des emplois ou à recruter. Cela relève de vous et de personnes d'autres. Qu'en dites-vous? Effectivement, la fonction publique recrute pour ses propres besoins, donc pour les cadres qui vont travailler pour le service public. Vraiment, disons, le secteur qui est le plus gros pourvoyeur d'emplois, c'est le secteur privé. Le secteur public accompagne, si vous voulez, pour ses besoins, que ce soit la magistrature, les forces armées, la fonction publique en général. Mais nous devons créer les conditions pour que ce secteur privé-là puisse faire le maximum de recrutement, parce qu'effectivement, c'est lui qui a vocation, et pas simplement au Mali. Dans les pays où vous verrez que c'est la fonction publique qui recrute plus que le secteur privé, ce sont des pays en crise. Une jeunesse désœuvrée, c'est une jeunesse qui ne participe pas au développement du pays, alors qu'on dit bien que la jeunesse est l'avenir. Et quand vous voyez cette situation, est-ce que cela vous donne, franchement, aujourd'hui, c'est une raison suffisante pour ne pas dormir pour un ministre de l'Emploi? Oui, comme vous le savez, je ne dors pas beaucoup. Vous me voyez courir un peu partout. Nous avons une vision qui a été exprimée par le président de la République sur les emplois. Nous avons des défis liés à l'adéquation entre la formation professionnelle et l'emploi que nous devons résoudre à notre propre niveau. Donc, nous travaillons à la fois sur ce que nous considérons comme les emplois informels, c'est-à-dire que lorsque nous finançons l'établissement des PME, PMI pour les jeunes, lorsque nous allons à Bankas ou ailleurs installer une dame qui fait de la pâtisserie, c'est un emploi qui est créé. Mais comme ce n'est pas dans le secteur formel, lorsque nous compilons nos statistiques, ce sont des emplois que nous ne considérons pas. Mais tout est bon pour revenir à votre action et à vos statistiques. Mais j'ai entendu une réflexion aujourd'hui quand je vois une dame qui est mieux placée, très bien placée aujourd'hui pour être le président de ce qui est considéré comme la première puissance du monde. Elle dit l'emploi, c'est ma priorité. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire qu'elle a absolument raison et à côté d'elle, dans les pays occidentaux aussi, c'est un problème. Je ne vous apprends rien. Tous les jours, il y a des gens dont les mandats ne se poursuivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre cette épineuse question de l'emploi. Et je pense que la candidate en question est très bien placée pour mettre ça au cœur des priorités de cette superpuissance, en espérant que nous aussi, nous pourrions profiter des retombées de cette priorisation de l'emploi des jeunes à ce niveau-là. Alors, quand on revient à notre contexte pays en crise, est-ce que le problème de l'emploi a contribué quelque part à la crise au Mali et est-ce que la résolution de ce problème peut contribuer à la paix? Oui, absolument. Moi, je pense que vous avez dû regarder les images lorsqu'on était en train de libérer les régions du Nord. Des très jeunes gens se sont retrouvés, 15, 14, 16 ans, qui se sont retrouvés en train d'aller chercher du travail et qui sont tombés sur les djihadistes. Et ils ont expliqué dans les menus détails pourquoi ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc je pense absolument que le fait que les jeunes soient désœuvrés, ça peut contribuer effectivement à détériorer le climat social et que si nous arrivons à trouver une formule pour les occuper, pour leur trouver des emplois, je pense effectivement que ça peut contribuer à apaiser et ça peut contribuer à promouvoir la paix dans le pays. Il y a un confrère qui écrivait il y a quelques jours que les écoles maliennes sont devenues des centres de formation de grains et par conséquent, votre département est le refuge des chômeurs. Mais vous ne chômez pas. J'ai beaucoup de boulot. Je pense que, vous savez, la question du chômage est une question transversale. C'est une question qui concerne pratiquement tout le monde, le secteur privé, plusieurs ministères. Et donc, tout ce qui se fait, par exemple, au niveau de l'éducation nationale, a une influence sur la question du chômage. Si les gens ne sont pas bien formés,
s'ils ne choisissent pas les bonnes filières, ce sont des conséquences que nous devons gérer au niveau du ministère de l'Emploi. Je pense que, par exemple, la question des filières de sciences juridiques, de droit, c'est une question qu'il va falloir prendre à bras le corps, parce qu'effectivement, c'est une des facultés qui nous fabrique le plus grand nombre de chômeurs. Donc, je crois que tous les jours, je sensibilise sur cette question pour voir dans quelle mesure il faut prendre des dispositions énergiques pour qu'on puisse arrêter, en tout cas, d'orienter beaucoup d'étudiants là-bas. Si je comprends bien, vous voulez qu'on ferme la faculté de droit? Moi, je pense que je ne serais pas, après analyse, je ne serais pas du tout, je ne serais pas contre, même si c'est pour quelque temps, ou alors qu'on fasse une sorte de numerus clausus là-bas pour que les autres étudiants puissent être plutôt orientés vers les filières qui sont porteuses, où nous avons la possibilité d'avoir très facilement de l'emploi pour les jeunes. Je pense notamment à tout ce qui est métier lié au bâtiment, aux travaux publics, tout ce qui est restauration, où en réalité, ce sont d'autres personnes de notre union qui viennent et qui excellent dans ces domaines-là. Je pense notamment à nos frères togolais, béninois, ivoiriens, sénégalais. La faculté de droit, excusez-moi, monsieur le ministre, n'est pas la seule dans cette condition. Il y a toutes ces filières peut-être socio-anthropologiques qui trouvent, comment dirais-je, difficilement un débouché sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Ça veut dire que le système éducatif, l'enseignement, n'est pas adapté au marché de l'emploi? Oui, c'est tout à fait exact. Et je pense que nous sommes en train de travailler là-dessus en matière de formation professionnelle. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez les patrons, lorsque vous voyez les grands responsables du secteur privé, ils vous disent carrément qu'en réalité, ils ont des besoins. Ils ont des besoins qu'ils n'arrivent pas à satisfaire simplement parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines adéquates pour ça. Vous allez dans les mines, un de mes directeurs nationaux m'a expliqué que ils sont allés une fois en inspection dans une mine. Quand ils sont arrivés, ils ont dit au monsieur qu'ils souhaiteraient, qu'ils ont appris qu'ils sont en train d'utiliser des étrangers sur les postes qui doivent revenir à des Maliens. Et c'était 200-300 postes. Et le monsieur leur rétorque effectivement que ce n'est pas faux, mais que s'ils sont capables de lui donner tout de suite 200 Maliens qui peuvent faire ce travail-là, il prend l'avion, il remet les Philippins, les Chinois dans l'avion et il les renvoie dans leur pays. Malheureusement, nous n'avons pas de compétences pour pouvoir occuper ces postes-là. Monsieur le ministre, à vous entendre parler, on a l'impression que votre problème, c'est les bacs plus 4. En fait, je n'ai pas de problème avec les bacs plus 4. Le problème que j'ai, c'est l'équilibre. Lorsque vous avez une équipe de foot, c'est l'image que je donne souvent. Lorsque vous avez une équipe de foot, vous avez besoin d'un capitaine et de 10 joueurs sur le terrain. Lorsque vous avez 10 capitaines et un joueur de foot, vous ne pouvez pas gagner, même si vous avez les meilleurs joueurs possibles. Je pense que c'est bien qu'on ait des gens qui ont bac plus 4, mais on en a besoin d'un sur 10 ou plus. Mais lorsque vous négligez les métiers qui peuvent permettre au pays de bouger, qui peuvent permettre au développement économique de se faire, on va au-devant de sérieux problèmes. Vous allez dans les hôpitaux pour la maintenance des équipements sanitaires, vous ne trouverez pas de compétences. Vous construisez votre maison, vous allez avoir du mal à trouver un bon maçon malien capable de vous faire un travail avec une bonne finition. C'est vrai que les choses commencent à évoluer. Lorsque vous prenez le défi que nous avons eu aujourd'hui et sur lequel nous sommes en train de travailler, on a donné des contrats à des dizaines d'entrepreneurs pour construire les logements sociaux. Ils vont construire les logements sociaux dans un contexte déjà où les ressources humaines étaient à flux tendu. Et nous avons donné, je ne sais pas, 10 000, 15 000 logements sociaux à construire. Où est-ce que vous allez trouver les ressources humaines pour faire la construction? Donc nous sommes en train de planifier avec les ministères concernés ce travail-là pour qu'il y ait des chantiers écoles où nous allons prendre des sortants qui n'ont peut-être pas un bon niveau et que nous allons former sur l'État pour que vraiment nous puissions avoir une masse critique de compétences, d'ouvriers qualifiés pour faire ce travail sur le terrain. Donc un jeune qui vient vous voir, j'ai énormément envie de devenir magistrat aujourd'hui, vous lui dites très sérieusement, très franchement, ce n'est pas un choix raisonnable?
Oui, je vais le lui dire et je sensibilise là-dessus. Je passe dans les téléréalités pour sensibiliser non seulement les élèves mais les parents sur le fait qu'il faut que nous apprenions à décomplexer les métiers. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si votre fille venait vous voir pour vous dire je vais épouser un mécanicien, tout de suite votre réflexe va de se dire mais vous n'avez trouvé personne d'autre qu'un mécanicien, parce qu'on a une image du mécanicien, on se dit que c'est quelqu'un qui est couvert de graisse, qui n'a pas un bon niveau. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui font de bonnes études de mécanique auto. Vous avez des ingénieurs en mécanique auto, mais tellement nous sommes complexés par rapport à ça, les gens se disent mécanicien, vous n'avez rien eu d'autre que ça. Donc il faut que nous travaillions sur ça. Il faut que nous expliquions aux parents qu'il n'y a aucun complexe à ce que quelqu'un qui travaille comme plombier, qui gagne bien sa vie et qui a la possibilité de financer ses études pour être ingénieur, qu'on puisse l'empêcher de faire ce travail-là. Donc il faut vraiment que nous travaillions sur ça. Monsieur le ministre, comment dirais-je, tous ceux-ci qui sont sur le marché de l'emploi avec des diplômes qui ne répondent à rien, alors c'est une génération perdue, une génération sacrifiée? Non, ce n'est pas une génération sacrifiée, ce n'est pas une génération perdue, parce qu'ils ont quand même Bac plus 4. C'est déjà un avantage. Mais je pense que la solution que je vois personnellement en tant que ministre chargé de la question de l'emploi et de la formation professionnelle, c'est de les reconvertir. Parce que je ne vois pas comment l'État peut recruter l'ensemble des jeunes juristes qui sont actuellement sur le marché. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas comment le secteur privé peut prendre même 10% ou 15% de ces jeunes-là. Moi, je ne vois pas. Donc, je pense qu'une des options, c'est la reconversion. C'est qu'ils acceptent d'apprendre quelque chose d'autre. En attendant peut-être d'avoir du travail dans leur branche, dans leur secteur de formation, je pense qu'il faut qu'ils acceptent la reconversion. Et nous avons des ressources pour ça. Nous avons des ressources au niveau de l'ANPE, nous avons des ressources au niveau de la pêche et nous avons des ressources au niveau du FAFPA. Okay. Monsieur le ministre, quand vous voyez aujourd'hui un maîtrisard conduire une Sotrama ou devenir agent de société de gardiennage parce que vous ne l'offrez pas d'autres alternatives, vous dites quoi? Circuler, il n'y a pas de sous-métier? Oui, absolument, je pense qu'il n'y a pas de sous-métier et les pays anglo-saxons sont beaucoup en avance sur nous. Vous pouvez vous renseigner aussi au niveau de la Chine. Il y a beaucoup de taximans que vous voyez, ce sont des ingénieurs, ce sont des scientifiques de très haut niveau. À quoi ça sert de rester à la maison, de croiser les bras et d'attendre que des parents ou d'autres personnes puissent vous aider? Pour moi, il n'y a absolument pas de sous-métier. Il n'y a que de sortes de gens. Il faut qu'on se lève, qu'on fasse quelque chose et comme ça, les autres peuvent vous accompagner. Donc, c'est une question de complexe selon vous. Tout le monde veut être en costume, cravate et dans un bureau climatisé? Oui, c'est ça et je pense que ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tout le monde se mette en costume, cravate. Ce n'est pas de ça que l'économie a besoin. L'économie a besoin aussi de gens qui enseignent. L'économie a besoin de gens qui soignent. L'économie a besoin de gens qui font de l'embouche bovine, qui font de la maraîchiculture. C'est de ça que notre économie a besoin parce que nous avons une masse critique déjà d'ingénieurs, de scientifiques de haut niveau. Mais maintenant, il faudrait qu'au lieu que quelqu'un qui veut construire ses 1000 logements aille chercher les compétences au Bénin ou au Togo, pourquoi ne pas former des jeunes Maliens qui peuvent gagner 100 000, 150 000, 200 000 par mois en faisant ce travail-là et un jour peut-être en s'installant à leur propre compte et en gagnant beaucoup de millions. Alors, Monsieur le ministre, on parle jusque-là de jeunes diplômés, alors qu'il n'y a pas que sur le marché de l'emploi. Et les autres, est-ce que vous les intégrez dans vos politiques? Oui, absolument. C'est pour ça que souvent je ne dis pas toujours l'emploi des jeunes, parce qu'en fait, notre mission n'est pas que de travailler sur l'emploi des jeunes. Au niveau de l'ANPE, par exemple, vous avez des gens qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont jamais vraiment eu un emploi formel, que nous accompagnons à travers les projets, à travers des formations, à travers la reconversion. Donc, nous travaillons sur l'emploi en général, pas simplement l'emploi des jeunes, qui est quand même, il faut le dire, qui est la préoccupation majeure pour nous aujourd'hui. Monsieur le ministre, parlons du programme présidentiel de création de 200 000 emplois pendant le quinquennat. Alors, vous avez vu, le slogan du moment, c'est IBK, nos 200 000 emplois. Ça sonne un peu comme une réclamation face à une promesse non tenue. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette campagne?
Vous savez, j'ai un principe très simple. Moi, je travaille avec mon équipe pour avoir des résultats. Il y a des gens qui sont là pour critiquer. Leur travail, c'est de critiquer. Moi, je pense qu'en tant que démocrate, je me dois de les laisser critiquer. Mais je dois travailler, je dois faire des résultats. Et je pense que tout le monde reconnaît que nous sommes quand même à la tâche sous l'égide du Premier ministre, avec la vision tracée par le Président de la République. Nous travaillons beaucoup sur cette question de l'atteinte des 200 000 emplois. C'est vrai que, vous l'avez dit en introduction, même si nous arrivons à créer ces 200 000 emplois, le défi existera toujours qu'il y a beaucoup de jeunes ou de personnes qui n'ont pas d'emploi et qui vont se plaindre. Mais au moins, je pense que par rapport à ce que le Président de la République a promis lors de la campagne, nous y travaillons tous les jours et je pense que les résultats sont là aujourd'hui. Ceux qui critiquent n'ont pas pris la réelle mesure de ce que vous faites? Je ne pense pas qu'il n'ait pas pris la réelle mesure. Je pense simplement qu'il y a des gens qui critiquent pour le plaisir de critiquer. Moi, je l'accepte, je suis démocrate comme je vous l'ai dit. Mais les résultats sont là, les résultats sont vérifiables. Chaque fois que nous faisons les points de presse annuels, les points de presse trimestriels, nous donnons la source de ces statistiques-là, que ce soit pour les emplois publics, que ce soit pour les emplois privés. Donc je pense que, et ce qui est amusant, c'est que ces personnes disent toujours « Ah, ces chiffres-là, est-ce qu'ils sont exacts ?» Mais personne n'est jamais allé au niveau des directions régionales du travail. Parce qu'en fait, ces statistiques-là sont au niveau d'une direction qui ne relève pas du ministère de l'Emploi. Donc tout le monde a la possibilité d'aller, chaque fois que nous donnons les sources, pour vérifier et nous dire c'est exact ou pas. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un qui est parti au niveau de ces directions-là, au niveau du centre de concours, au niveau de la magistrature, au niveau de l'armée, pour dire effectivement que les chiffres que vous avez donnés sont erronés? Personne. Sur les 200 000 emplois, vous dites que vous avez créé, lors de la dernière conférence de presse, 122 000 emplois. On est encore loin du compte? Il y a 121 000 emplois qui ont été créés entre le moment où nous avons pris le pouvoir en septembre et maintenant, et à la date du 30 juin. Nous sommes à 2 ans de la fin du quinquennat et nous estimons qu'il y a beaucoup d'espoir que nous puissions atteindre ça. Parce que vous savez, nous avons pris beaucoup d'initiatives qui ne relèvent pas forcément de la mobilisation des ressources internes. Il y a des partenaires techniques importants qui nous accompagnent et qui nous permettent aujourd'hui, avec tout ce que nous avons posé comme acte déjà en 2014 où nous avons signé les conventions avec certaines structures, c'est maintenant que nous atteignons la vitesse de croisière. Et nous pensons que cette année va être définitivement une année de grand succès en matière de création d'emplois pour les jeunes en milieu rural notamment, pour les jeunes en milieu périurbain, avec de grands programmes, peut-être j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, avec de grands programmes que nous avons lancés il y a 2 ans et dont les fruits vont commencer à être cueillis cette année. 131 000 emplois créés, Monsieur le ministre, ils sont où ces emplois? 121 000. Oui. Les 121 000 emplois, c'est essentiellement dans le secteur privé, c'est dans les services, dans le secteur des services, c'est dans le développement rural, c'est aussi au sein de l'armée, c'est au sein de la magistrature. Donc, c'est vraiment dans ces secteurs-là que ces emplois ont été créés. Et en réalité, chaque fois que nous fournissons ces statistiques-là, ces statistiques sont accompagnées d'un tableau où vous avez les noms, prénoms, date de naissance, secteur d'emploi, employeurs de toutes ces personnes qui ont bénéficié de ces emplois-là. Alors, Monsieur le ministre, mais quand on voit les recrutements à la fonction publique, les recrutements dans l'armée, on se dit, mais de toutes les manières, la fonction publique aurait recruté, l'armée aurait recruté, et que ce n'est pas particulièrement le fruit d'une politique particulière. Mais bien sûr que c'est le fruit d'une politique. Nous pouvions nous dire que ce n'est pas la priorité et que la priorité, c'est d'acheter des armes pour l'armée. Nous pouvons dire que la priorité, c'est d'investir dans l'aménagement des terres au niveau de l'Office du Niger. Donc c'est ça, c'est le fruit de notre politique. Okay. Mais Monsieur le ministre, quand vous partez dans une zone comme Kangaba, remettre des kits d'assainissement aux jeunes, en vue d'assainir la ville pendant 1 mois,
dans le cadre du projet IMO, vous comptabilisez cela comme du travail donné aux jeunes? Mais non, je vous ai dit ça. Nous ne comptabilisons ni ce qui se fait au niveau de la pêche, ni ce qui se fait en matière de travaux IMO. Parce que ça relève d'une autre activité que nous appelons, et nous allons faire des enquêtes là-dessus et vous donner les statistiques sur ce que nous considérons comme les emplois informels. Encore une fois, ce que nous comptabilisons, ce sont des emplois qui sont constatés par un contrat de travail visé par l'inspection du travail, ou alors par une décision, comme les décisions de recrutement à la fonction publique et autres. Sinon, nous ne les comptabilisons pas. Donc tout ce que nous faisons au niveau du FAFPA, comme formation, et Dieu sait que beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes ont bénéficié de ces formations-là. Tout ce que nous donnons comme kits au niveau de la pêche, tout ce que nous donnons comme formation au niveau de la NPE, des gens qui s'installent tout de suite, qui commencent à produire en matière d'embauche bovine, aucun de ces emplois n'est comptabilisé dans ce que nous vous donnons comme information. Mais Monsieur le ministre, avec une croissance démographique de 3,6% et un taux d'inflation qui atteint les 2%, une croissance économique de 5%, techniquement, avec ces statistiques-là, comment est-ce possible de créer 121 000 emplois en 3 ans? Encore une fois, je pense que je vous renvoie à la question parce que j'ai dit, on vous a donné toutes les sources. Si vous avez des doutes, moi je m'attends à ce que vous partiez au niveau de cette direction-là. Parce que je pense que si ce n'est pas ça, ça relève de la paresse intellectuelle. Nous faisons le travail de collecte de l'information, nous compilons l'information, nous mettons à la disposition des gens. S'il y a des doutes, moi je pense que la chose la plus simple, c'est d'aller vérifier. Et c'est bien possible, ça a été bien fait. Et nous donnons toutes les statistiques sur les emplois perdus, sur les emplois en CDD, en CDI. Tout est donné, absolument toutes ces informations sont fournies. Donc moi je vous invite à faire un tour à la direction régional du travail à Bamako, qui n'est pas loin, et où vous pourrez trouver toutes ces informations. Pas de votre bonne foi, mais la demande est tellement forte qu'on se demande si ce n'est pas une goutte d'eau dans l'océan. Effectivement, oui. Pour abonder dans ce sens, Monsieur le ministre, si on s'en tient aux statistiques, donc 200 000 jeunes sur le marché de l'emploi tous les ans, cela fera, comment dirais-je, 1 million de demandeurs d'emploi en 5 ans. Vous serez satisfait d'avoir créé 200 000 emplois, ou bien vous dites finalement qu'on a vu trop petit? Je vous disais tantôt que nous ne travaillons pas que sur les questions des emplois formels. Nous utilisons beaucoup de ressources dans d'autres types d'emplois qui sont tout aussi pourvoyeurs de revenus pour les populations, pour les jeunes en particulier. Dans le cadre du projet que nous avons avec le Fonds international pour le développement agricole, le FIDA, c'est le projet FIER, formation professionnelle et insertion entrepreneuriale des jeunes ruraux. Par exemple, dans ce projet, c'est 100 000 jeunes que nous allons toucher en milieu rural. Ce sont des jeunes que nous allons trouver dans leur localité. Lorsqu'ils ne sont pas alphabétisés, nous les alphabétisons. Lorsqu'ils n'ont pas de formation professionnelle pour mieux faire le travail qu'ils font ou le travail dans lequel ils veulent s'engager, nous les formons sur le plan professionnel et nous les installons à leur propre compte. Nous les mettons en contact avec le système financier décentralisé pour pouvoir bénéficier de formation. Donc, nous faisons ce travail-là, comme je vous l'ai dit, et bientôt nous allons faire les enquêtes, les évaluations pour pouvoir dire combien de jeunes ont été touchés à la matière et en quoi nous avons pu, au-delà de tout ce qui est travail formel, combien d'emplois dans le milieu informel, dans le secteur informel nous avons pu créer également. Alors, et donc ça va contribuer à augmenter les 200 000 emplois. Oui, c'est vrai que 200 000 emplois, c'est beaucoup, mais face à l'ampleur du phénomène, on peut considérer qu'on peut encore mieux faire et nous en sommes conscients. C'est pour ça que nous avons aussi ce côté formation professionnelle, formation au métier porteur, sur lequel nous travaillons activement. Et 200 000 emplois, c'était finalement une vision un peu en deçà des attentes? Non, vous savez, je me suis retrouvé souvent dans des situations comme ça. Lorsque le président de la République promettait dans son projet présidentiel de faire ça, personne n'a dit « Ah, c'est quand même, c'est pas beaucoup ». C'est vrai que d'autres ont proposé autre chose. Mais maintenant que je pense que nous sommes sur une bonne voie, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de critiques parce qu'ils disent « Ah, bon, c'est parce que vous avez été très, très modeste ». Mais je pense que ça, ce n'est pas au moment où nous sommes en train de réaliser cette vision du président de la République qu'il faut dire ça. Je pense qu'il fallait dire ça dès
la campagne et dire « Ah, Monsieur le Président de la République, il y a beaucoup plus ». Mais malgré tout, comme je vous l'ai dit, notre souhait, c'est de dépasser largement ces 200 000. 200 000, c'était, après analyse, c'était la vision du Président de la République. Et nous travaillons chaque jour pour matérialiser ça. Et si nous pouvons doubler ça, pourquoi pas? Alors, Monsieur le ministre, vous avez parlé d'emploi informel. Parlons actualité avec une question qui fâche aujourd'hui à Bamako, c'est la libération du domaine public. C'est les destructions de beaucoup de magasins, de kiosques qui sont installés aujourd'hui sur le domaine public. Alors, c'est des jeunes qui y ont trouvé place dans l'informel. Ça vous donne des soucis supplémentaires? Oui, absolument. Moi, je pense que ce n'est jamais quelque chose de facile lorsque l'outil de production de quelqu'un est perdu. Surtout une analyse de la part d'un ministre en question de l'emploi. Hier soir, j'étais de 23h à 0h30 chez un de vos confrères et j'étais allé parler de ce que nous faisons dans notre secteur. Et effectivement, l'émission s'est pratiquement transformée en émission sur cette question de la libération des voies publiques. Moi, je compatis vraiment à la souffrance des gens qui ont perdu leur emploi. C'est vrai aussi que les gens nous disent vous fournissez des efforts d'un côté et de l'autre côté, vous mettez d'autres personnes au chômage. Vous n'avez pas cette Moi, je comprends impression-là? ça. Moi, je comprends ça parfaitement. Je dis simplement que en tant qu'équipe, nous avons souci aussi de faire respecter la loi en ce qui concerne les voies publiques. Et vous savez que ça ne crée pas que les problèmes d'hygiène ou les questions d'assainissement, mais ça pose aussi des questions de sécurité. C'est vrai aussi que on est en train de penser on pense à des mesures d'accompagnement de toutes ces personnes-là qui ont perdu leur kiosque, qui ont perdu leur source de revenus. Donc, c'est quelque chose de très important. L'opération ne relève pas de vous, mais vous gérerez les conséquences? Non, ça relève de moi aussi parce que je ne peux pas me dissocier du gouvernement. C'est quand même, il y a la solidarité gouvernementale et je pense que le président de la République, le Premier ministre, je sais que ce sont des gens qui aiment profondément ces pays-là, qui aiment les Maliens, qui ne poseront pas d'actes vraiment pour faire du tort aux gens. Mais je pense aussi que ce sont des républicains. Nous tous, en tant que gouvernement, nous pensons qu'il est important qu'au-delà de ces pertes-là, que la loi aussi soit respectée et que nous voyons comment nous pouvons abréger la souffrance de nos compatriotes qui se sont retrouvés dans cette situation qui n'est pas du tout facile, je comprends, ni pour eux, ni pour le gouvernement aussi qui doit prendre des décisions difficiles. Mais les mesures d'accompagnement, est-ce qu'il ne fallait pas les prendre en amont de déguerpissement, pas maintenant? Encore qu'il n'y a même pas de mesures d'accompagnement pour le moment pour ces gens-là. Moi, je pense que vraiment, je fais confiance aux équipes qui sont sur place, qui sont en train de faire ce travail-là, les professionnels qui sont là-dedans. Et encore une fois, je comprends parfaitement les difficultés qui sont celles de tous qui ont été affectés, y compris des structures publiques, dont le PMI Mali aussi, qui est dans la même situation. Et je suis convaincu que nous trouverons les voies et moyens pour accompagner tous ces gens-là pour que la libération des voies publiques soit la moins douloureuse possible. Alors, Monsieur le ministre, passons au rôle que joue votre département, particulièrement le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle dans le domaine de l'emploi particulièrement. On a l'impression qu'au lieu de créer des emplois, vous faites plutôt la comptabilité des emplois que les autres créent. Est-ce que c'est comme ça? En fait, lorsque vous prenez tous les gouvernements du monde, c'est la même technique que nous utilisons. Nous avons une influence directe sur les emplois parce que si nous mettons en place des lois et des textes qui ne sont pas favorables à la création d'emplois, nous tuons l'emploi. Donc, tout ce que nous faisons à travers nos grandes politiques macroéconomiques, à travers nos politiques sociales, minières, etc., doivent concourir à aider à créer ces emplois-là. Donc, c'est pour ça que nous comptabilisons
pas seulement sous nos cieux, en Europe, partout, c'est exactement comme ça que ça se fait, cette manière de comptabiliser les choses. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre en matière d'emploi aussi, avec la part du budget qui vous est consacrée. Dites-nous, vous êtes satisfait de cela? Non, je pense qu'on peut mieux faire, mais je dois aussi me situer dans le contexte d'un pays en crise. Je rappelle que vous avez moins de 1%. Effectivement, nous avons moins de 1% du budget national qui est consacré à la formation professionnelle et à l'emploi. Mais n'empêche que nous nous battons. Nous nous situons dans le contexte d'un pays qui sort progressivement de crise et qui a des priorités. Tout est prioritaire, l'éducation, la santé, bien entendu la sécurité, où nous avons, parce que ça c'est vraiment notre souveraineté, où nous avons injecté en tant que gouvernement beaucoup de ressources. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les États, qu'il faut prendre des initiatives. Et là, sous l'autorité du président de la République, nous avons pris beaucoup d'initiatives pour mobiliser des ressources complémentaires au financement public, dont notamment un important financement avec la Banque mondiale, le PROCEJ, c'est le projet de développement des compétences et emploi des jeunes, qui totalise 33,5 milliards de francs CFA, pour renforcer les centres de formation professionnelle, pour financer les plans d'affaires des jeunes, pour financer les PME, PMI, pour qu'elles puissent recruter davantage de jeunes, et des subventions qui vont être données de l'ordre de $20 000 jusqu'à $200 000, donc de l'ordre de 12 millions jusqu'à 120 millions qu'on va donner comme subvention à ces structures-là. Nous avons aussi, comme je l'ai rappelé tantôt, le projet FIER, où nous avons signé une convention en 2014 avec le FIDA de 26 milliards. Là aussi, c'est les jeunes ruraux que nous ciblons qui constituent une frange importante de la population. Nous sommes avec les Français. Les Français nous financent le projet appui à la compétitivité des entreprises par la formation. Et là, même les jeunes qui étaient déplacés du Nord, on les a formés sur les métiers des BTP et nous les avons renvoyés au Nord pour aller contribuer à la reconstruction. Nous avons les Suisses, les Danois, les Néerlandais qui nous accompagnent. Donc vraiment, nous avons pris des initiatives pour aller vers les partenaires et nous mobilisons pas mal de ressources qui nous permettent aujourd'hui. Ils sont plus généreux que le budget national, les partenaires? Je l'avoue qu'ils sont un peu plus généreux que le budget national, mais je sais que l'État fournit aussi beaucoup d'efforts en nous mettant à disposition les taxes emploi jeunes, les taxes de formation professionnelle. Et vous avez rappelé à certains de nos confrères que le président a promis aussi de mobiliser 250 milliards pour appuyer l'emploi des jeunes. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'il en est? Où est-ce que nous en sommes? Nous en sommes, ce que je vous ai cité déjà, on est très avancé là-dessus. Et ça, ce n'est que ce que nous avons mobilisé au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. N'oubliez pas que la formation professionnelle existe au niveau de l'agriculture, ça existe au niveau de la santé, ça existe au niveau des mines. Et je pense que nous allons travailler à compiler ça et à mettre ces informations à votre disposition. Donc je vais éviter de donner des chiffres et qu'on ne me dise pas les chiffres ne sont pas exacts. Mais je pense que des gros efforts ont été fournis à la fois au niveau national et au niveau international pour que nous puissions soulager un tant soit peu les souffrances des personnes qui sont au chômage. Malgré tous ces gros investissements, M. le ministre, l'ONEF estime à 8,2% toujours le taux de chômage en 2014 au Mali, et le FMI en 2015 nous parle de 11,3%. Et vous, à votre niveau aussi, vous regardez ces chiffres-là, vous analysez ces chiffres-là, vous vous dites quand est-ce qu'on va avoir un taux réduit de chômage? Dans 2 ans, vos estimations sont de l'ordre de combien, par exemple? Cette question est très sensible parce que ça peut dépendre de paramètres que nous pouvons ne pas maîtriser. En 2015, lorsque vous allez à des taux d'un peu plus de 9%, selon les MOP, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez aussi, il l'a rappelé, le double de l'effectif qui était sorti des établissements scolaires et universitaires. Donc lorsque ça se passe, bien entendu, vous devrez les comptabiliser dans le taux de chômage, donc ça va gonfler votre taux de chômage.
nous devons travailler là-dessus. Comme je vous ai dit, la question de l'emploi, c'est vraiment transversal et beaucoup de facteurs concourent justement à détériorer un peu les termes le taux de chômage. Donc, mais nous travaillons quand même là-dessus pour améliorer les choses à travers les différents financements que nous avons, à travers aussi une bonne orientation des élèves qui sortent, parce qu'aujourd'hui, j'ai tenté il y a quelque temps de recruter des statisticiens pour l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. On n'en trouve pas. C'est une branche où très peu de gens, parce que c'est vraiment les maths pures et dures, c'est une branche où très peu de gens s'aventurent. Et je vais vous expliquer un peu la manière dont ce profil-là est demandé aujourd'hui sur le marché. Nous avions fixé, je pense, le salaire du directeur autour de... Bon, j'espère qu'il a dit ça à son épouse et à ses enfants. On avait fixé ça à un peu plus d'1 million, je pense. Lorsque le conseil d'administration s'est réuni, ils ont estimé que, comme on ne trouve pas de statisticiens sur le marché, qu'un poste comme ça, il faut qu'on puisse vraiment le fidéliser pour être sûr que dans 6 mois, il ne va pas nous quitter. Et ils ont fixé son salaire à 2 millions. Et regardez un peu, c'est Bac plus 4. C'est l'ENA, c'est économétrie, c'est des gens qui ont fait les écoles de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun en statistique, qui ne chôment pas. Mais très peu de gens vont vers ces filières-là. Je crois que c'est de l'ordre de 20%. Et il faut que nous puissions inverser ça aussi. Si nous voulons inverser la courbe du chômage, il faut que ce soit 80% des sortants qui soient littéraires, pas comme vous et moi, qui soient des scientifiques, pardon, pas des littéraires. Et que 20% soient des littéraires. Et je vous assure que ça, même si on nous mettait toutes les ressources tout de suite à disposition, ça va prendre beaucoup de temps pour changer les curricula, pour sensibiliser, pour former les enseignants, pour pouvoir réussir ce changement-là. Mais il faut commencer maintenant, en fait. J'aurais dû dire qu'il faut commencer hier pour que vraiment, d'ici 10 ans, 20 ans, que nous puissions inverser cette courbe-là. Monsieur le ministre, en attendant, vous avez mis en place des structures pour prendre en charge cette problématique de l'emploi des jeunes. Il y a l'APEJ, il y a la NPE. Parlons pour commencer de l'APEJ, cette agence pour la promotion de l'emploi jeune. Ses responsables rappellent à juste titre qu'elle n'a pas vocation à créer des emplois, mais parmi ses objectifs, il y a le financement de projets. À ce niveau, quel bilan peut-on en faire aujourd'hui ? Je pense effectivement que nous avons financé beaucoup de jeunes, pas seulement les projets, mais beaucoup de gens oublient que nous avons mis beaucoup de ressources dans les travaux IMO, dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Souvent, vous marchez sur des routes pavées par les jeunes de la pêche sans vous en rendre compte, notamment juste pas loin d'ici, au marché d'Ibida. Il y a presque 1 kilomètre de pavés. Qui a embelli vraiment la ville. Vous allez à Sikasso, vous allez voir la même chose. Vous allez, même à Kidal, on avait commencé par mettre ça. Donc, nous investissons beaucoup dans les travaux IMO aussi, qui permettent à des jeunes d'être formés sur des compétences qui peuvent les aider dans leur communauté, de gagner des ressources et aussi de travailler en équipe, donc de développer l'esprit d'équipe. Nous travaillons aussi sur le financement de leurs projets. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont bénéficié de tracteurs, de boulangeries, de kits sonorisation, de kits aviculture, etc. Il y en a beaucoup. C'est vrai que le défi, pour nous, c'est la situation du taux de remboursement. Ça, c'est quelque chose de très faible et nous sommes en train de travailler là-dessus pour pouvoir recouvrer le maximum de dettes possibles que nous avons dans le Est-ce que les jeunes ne remboursent pas? Ils ont pris les prêts que vous leur avez accordés pour des subventions? Oui, je pense que c'est le cas. Ou bien on leur a fait croire que c'est des subventions? Je pense qu'il y a eu peut-être des défis de communication quelque part. Il y a eu des dysfonctionnements qui ont fait que les jeunes n'ont pas vraiment un bon taux de remboursement. Nous avons travaillé et nous estimons que pour certains, le défaut de paiement peut se justifier, par exemple, par les événements de 2012. Pour d'autres, les affaires marchent bien, mais ils ne remboursent pas. Et donc, nous avons fait des spots pour sensibiliser et nous avons eu quelques-uns qui ont été réceptifs.
Après, nous avons mis à contribution les instituts de recouvrement de crédit qui sont à pied d'œuvre aujourd'hui, ce qui nous a permis d'améliorer sensiblement le taux. Mais globalement, il n'est pas bon et nous devons travailler là-dessus. Jusqu'où vous irez pour faire rembourser ces sous? Parce que la pérennité du système en dépend. Je vais très loin. Je n'ai pas caché ça. Je suis venu, j'ai trouvé un taux qui n'était pas satisfaisant. Je pense aussi qu'en un point, il faut se dire la vérité. Je n'aime pas trop la langue de bois. Je pense que les politiciens ont contribué à faire ça au système. Donc, mais il faut corriger ça parce que lorsque vous avez un montant de prêt engagé de presque 8 milliards et que votre taux de remboursement ne vaut même pas les 5%, il y a un sérieux souci de la pérennité du système parce que c'est injuste que quelques individus puissent prendre le système en otage et que d'autres personnes qui attendent, qui sont de bonne foi, ne puissent pas profiter de ces ressources-là. Donc avec cette situation, la pêche risque de mettre la clé sous les paillasson. 8 milliards volatilisés, c'est beaucoup d'argent, monsieur le ministre. Ce n'est pas vraiment volatilisé parce que nous avons les contrats avec les gens, nous pouvons non rembourser, nous travaillons à... Et qui risquent de ne pas être remboursés. Non, sincèrement, je travaille à ce que ça se fasse. J'ai été vraiment très loin. Je crois que probablement le plus loin qu'on puisse aller. Et si l'Institut de recouvrement n'arrive pas à nous permettre, je pense que nous allons devoir passer au niveau des tribunaux pour poursuivre les gens. Détruire des emplois. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas d'état d'âme. Si je décide de vous donner une subvention, je vous ai donné une subvention. Lorsque l'accord, c'est que c'est un prêt, c'est un prêt. Nous ne pouvons pas utiliser l'argent du contribuable et mettre ça dans les comptes pertes et profits. Le programme, monsieur le ministre, de stage de cette même agence des jeunes gens que vous placez dans les services pour 12 mois de stage rémunéré, et après c'est en quelque sorte retour à la case chômage, ça n'a pas un goût d'inachevé? Non, pas vraiment, parce que lorsqu'un jeune va chercher du travail, qu'est-ce qu'on lui pose? Quelle est la première question qu'on lui pose? Est-ce que vous avez de l'expérience professionnelle? Ce stage, justement, permet aux jeunes d'avoir ces 12 mois d'expérience professionnelle et d'être payés pour avoir cette expérience professionnelle. Aujourd'hui, vous le savez, il y a des jeunes qui ne cherchent qu'à faire un stage, même pas rémunéré dans des services qu'ils ne trouvent pas. Donc, je pense que ça, c'est très utile. Ils sont accompagnés, ils se familiarisent avec le secteur de la production, avec le travail. Et je pense que ça leur donne un avantage comparatif par rapport aux gens qui n'ont pas bénéficié de ce stage-là. Je pense que c'est très utile. C'est d'autant plus utile qu'aujourd'hui, lorsque nous voulons recruter 3000 jeunes stagiaires de la pêche, nous avons 23 000 demandes. Donc, si nous prenons 3000, il y a 20 000 qui sont encore là, qui attendent. Et je vous assure que la pression est tellement forte sur nous souvent que on ne sait pas quoi faire. Et très souvent, on a demandé aux autorités de pouvoir augmenter ce chiffre-là, de passer de 3 000 à 5 000 stagiaires. Et ça permet de soulager vraiment des familles, parce que cette question de l'emploi, c'est une question cruciale. Vous n'avez pas quand même un petit regret de les voir retourner à la maison après 12 mois de stage? Tout le monde ne retourne pas à la maison, mais je préfère encore que... Parce que la personne qui a bénéficié de ce stage-là, même dans le cadre de l'auto-emploi, cette personne est beaucoup plus alerte et beaucoup plus expérimentée que la personne qui n'a pas pu passer par ce stage-là. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de regret. Je pense que c'est utile, il faut le faire pour permettre aux jeunes de se préparer à la vie active. L'autre structure, c'est l'ANPE, monsieur le ministre. Est-ce qu'elle fait mieux que la pêche aujourd'hui? On ne compare pas. Je pense qu'elles ont des missions différentes. Vous n'avez pas envie de comparer? Non, je n'ai pas envie de comparer. Je n'ai pas envie de comparer parce que ce n'est pas productif, c'est contre-productif. Je pense que l'ANPE fait de très bonnes choses aussi, peut mieux faire. Aujourd'hui, l'ANPE a besoin de plus de ressources. L'ANPE travaille sur la reconversion, justement, des secrétaires qui décident
d'être des financiers ou d'avoir des grades supérieurs, on peut, à travers leur centre de reconversion, on peut les aider, on peut les accompagner. L'ANPE finance aussi pas mal de projets. L'ANPE travaille avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour que, sur une base volontaire, les compatriotes qui souhaitent revenir au pays, que ces compatriotes, sur une base volontaire encore, j'insiste là-dessus, qu'ils puissent retourner dans le pays et que les Français et nous-mêmes, que nous puissions les accompagner. Donc, l'ANPE fait aussi de bonnes choses, peut mieux faire si on avait plus de ressources, bien entendu. L'ANPE, il y a tellement de structures, monsieur le ministre, de projets, sans compter les projets et les programmes, APEJ, ANPE, FAFPA, PROCEJ, Observatoire national de l'emploi. Malgré tout, on l'a dit, le chômage va grandissant. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de fusionner certains de ces services-là pour une meilleure efficacité dans le combat contre le chômage? Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure à terme. Toutes ces structures sont mises en place par des lois. Et si vous voulez procéder à cette fusion, vous devez négocier avec pas mal de personnes. Déjà au sein du ministère, il faut que vos techniciens soient convaincus que c'est quelque chose d'utile et que ça va être efficace. Parce que dans les autres pays, vous avez ces structures-là en réalité. Vous avez l'ANPE à part, vous avez le FAFPA à part, vous avez aussi, certains l'appellent APEJ ou ANSEJ dans les autres pays, donc vous avez ça à part. Donc il faut déjà convaincre les techniciens du ministère de l'Emploi que c'est utile. Ensuite, il faut convaincre le gouvernement, il faut convaincre le Parlement. Et ce n'est pas chose facile. Je sais que j'ai commandité, lorsque je suis arrivé, j'ai commandité justement un audit institutionnel. Les conclusions étaient là. Mais j'avoue que... Vous avez reculé parce que vous avez eu peur de tout ce monde. J'ai pas eu peur de ce monde, mais vous savez, lorsque quelque chose n'est pas contre-productif, il faut peut-être changer de fusil d'épaule. Parce que je vous avoue que ma conviction profonde, c'était que il fallait, même si ce n'est pas toutes les structures, certaines structures pouvaient mutualiser leurs ressources. Et ils nous ont proposé en fait deux scénarios. Le premier scénario, c'était la fusion. Et le deuxième scénario, c'était justement de recentrer les missions de ces structures-là. Et je pense qu'on a choisi le deuxième scénario, celui de recentrer les missions de ces structures, et on va y travailler, Inch'Allah. Au dépend de l'avis du chef. C'est pas l'avis du chef qui compte. Je pense qu'il faut que, en tant que manager, il faut que vous puissiez convaincre aussi votre équipe. Et que si, par exemple, moi, je dois aller en écoute à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale va écouter mes techniciens. Mais si mes techniciens disent, bon, ce n'est pas une bonne chose, l'Assemblée ne me suivra pas. Si au niveau du gouvernement, les gens estiment que ce n'est pas une bonne chose, les gens ne me suivront pas. Donc, moi, j'aime les défis, mais je connais mes limites aussi. C'est quand même des structures budgétivores. Je ne sais pas vraiment ce que vous appelez budgétivore, parce que ce sont des structures qui reçoivent des contributions sous forme de taxes, et ce qui ne tombe pas toujours, c'est-à-dire que ça peut être mobilisé par les impôts, ça peut être versé au niveau du trésor et ça peut ne pas nous parvenir, ou souvent ça peut nous parvenir mais en retard. Donc tout ça, ça joue sur nos activités. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, la question fondamentale qu'on doit se poser, bien sûr, si on recentre les missions, on mutualise certaines ressources, je pense qu'on peut avancer. Mais je crois que la question fondamentale que nous devons nous poser aussi, c'est en tant que gouvernants de nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous assurer que le jeune Malien est bien formé, que le jeune Malien est bien équipé pour aller dans la compétition avec les autres, et aussi que le jeune Malien est protégé pour que il ne se livre pas qu'il ne se livre pas à l'extrémisme, parce que il y a le gain d'argent facile là-bas. Comment nous assurer qu'ils ne vont pas s'adonner aux migrations irrégulières, aller mourir au-delà des océans de la Méditerranée. Il y a aussi la traversée du désert. Beaucoup de gens oublient ça. Là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de journaliste pour constater tous les dégâts.
dégâts qui se font. Alors, Monsieur le ministre, on a beaucoup et très souvent parlé des jeunes diplômés, mais il y a les jeunes ruraux, vous en avez parlé un peu, il y a ces jeunes qui sont sortis de ces filières dites arabisantes, ces jeunes arabisants, il y a la jeunesse de la diaspora qui a souvent envie de revenir au pays. Ça fait beaucoup quand même de jeunes qui frappent à la porte de l'emploi. Qu'est-ce que vous faites pour ces couches-là? Vous avez tout à fait raison. Je pense que, comme vous le savez, nous accordons beaucoup d'importance à l'emploi des jeunes ruraux, à l'emploi des jeunes qui ne sont pas scolarisés ou qui sont faiblement scolarisés. Donc nous avons des programmes là-dessus. Nous avons aussi nos structures actuelles qui travaillent sur ces questions-là. Là où nous sommes en train de prendre des mesures spécifiques aussi, c'est l'accompagnement des jeunes de la diaspora et disons des Maliens qui sont à l'extérieur, qui ont accumulé de l'expérience et qui cherchent les voies et moyens pour revenir dans le pays pour investir. Donc nous sommes en train de travailler sur ces questions-là et nous nous sommes rendus à Paris avec des structures relevant du ministère des Maliens de l'extérieur, des structures relevant du ministère de la promotion de l'investissement pour échanger avec eux, voir dans quelle mesure les ressources dont nous disposons peuvent profiter aussi à ces Maliens de la diaspora, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et seulement hier ou avant-hier, j'ai rencontré, dans le cadre d'une émission qui va faire justement le concours entre les plans d'action des jeunes de la diaspora, j'ai rencontré quand même des gens qui ont des projets révolutionnaires, qui ont des projets qui sont très bien pour notre économie et que nous allons essayer d'accompagner au-delà de ce concours-là, que nous allons essayer d'accompagner pour le financement de leurs initiatives. Donc là aussi, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et l'autre chose aussi, c'est justement tout ce qui concerne la formation et l'insertion socio-économique des jeunes formés et diplômés en langue arabe. Ça, c'est extrêmement important. C'est une couche un peu sensible pour vous? C'est une couche extrêmement sensible parce que ce sont des gens déjà qui maîtrisent le Coran, qui sont versés dans la chose religieuse, en plus des études qu'ils ont faites. Donc, a priori, qui peuvent être plus sensibles à l'appel des extrémistes que les autres. Et nous, dès que nous avons eu contact avec eux, nous nous sommes mis à la tâche, nous avons fait les études de faisabilité, nous avons monté un projet et nous sommes, aujourd'hui, nous avons envoyé une requête de pratiquement 33 milliards de francs CFA au niveau de la Banque islamique de développement pour voir dans quelle mesure nous pouvons travailler avec cette couche de la population pour que nous nous assurions qu'ils ont des emplois décents aussi. Et ça va passer aussi par la mise en place d'une cellule sur laquelle nous sommes en train de réfléchir. Une cellule dont la tâche, dont la mission essentielle, c'est vraiment d'accueillir, d'orienter et de financer les projets des jeunes diplômés et formés en langue arabe. Okay. Pour les jeunes ruraux, toujours, vous avez promis de poursuivre l'expérience du projet Pagnieta, financé à l'époque par l'USAID à hauteur de 15 milliards et qui avait permis d'insérer économiquement plus de 10 000 jeunes ruraux de 14 à 25 ans. Où en êtes-vous aujourd'hui avec cette initiative? Cette initiative, effectivement, dans un premier temps, nous avons essayé de toucher un certain nombre de partenaires techniques et financiers pour qu'ils nous aident déjà par rapport à l'étude de faisabilité, parce que le projet était limité à un certain nombre de régions, Sikasso, Koudikoro, essentiellement. Aujourd'hui, nous voulons passer à l'échelle. Vous savez, lorsque vous travaillez dans 2 ou 3 régions, c'est différent de lorsque vous devez déployer de la logistique pour être un peu partout, sur l'ensemble du territoire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu l'accord de principe de l'Organisation internationale de la francophonie pour financer l'étude de faisabilité. Il faut dire 2 mots sur ce projet-là. C'est vraiment un projet qui est simple et efficace. En quoi ça consiste? Ça consiste pour l'unité de gestion du projet d'aller dans une communauté. On identifie les jeunes qui sont dans la communauté. On identifie les activités dans lesquelles ces jeunes-là veulent s'engager. Lorsque le jeune est plus ou moins scolarisé, on lui donne la formation professionnelle, c'est-à-dire on lui apprend à faire le savon ou l'embouche et autres. Et une fois qu'il finit ça, on l'installe. Lorsque le jeune n'est pas lettré, on l'initie à l'alphabétisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on leur donne des téléphones.
Et dans ces téléphones-là, il y a les cours qu'ils ont reçus. Donc à tout moment, s'il a des difficultés pour se souvenir de ces notions de comptabilité, il va sur son téléphone, il regarde et puis il dit, bon, comment je tiens ma caisse? Et il peut revenir sur ça. On prend des volontaires de la communauté qui acceptent de les accompagner et qui sont formés au préalable, qui acceptent de les accompagner, de les coacher, parce que ce qui est difficile pour les PME ici, c'est la première année. Si ça échoue la première année, il y a de fortes chances que les gens ne continuent plus. Donc, et ces gens-là vont les coacher. C'est pour ça que lorsqu'on m'a dit, ah, ce projet, il est très bien, j'ai dit, moi, je crois à ce que je vois. Donc, je suis parti sur le terrain et quand j'ai vu vraiment ce qu'ils font, j'ai été épaté et on a décidé de faire passer ça à l'échelle. Monsieur le ministre, disons un mot de formation professionnelle puisque le temps qui nous est imparti est en train donc de s'achever. On dit de la formation professionnelle que c'est le chemin le plus court vers l'emploi. Alors, est-ce que notre école, finalement, en la matière, fait mieux que l'enseignement supérieur? Pourquoi vous voulez chaque fois que je compare? Est-ce que là, au moins, ça répond aux besoins du marché de l'emploi? Pour la formation professionnelle? Oui. En toute sincérité, non. On peut mieux faire parce que vous allez voir des gens qui sont formés, lorsqu'ils viennent travailler, il y a quand même beaucoup de choses à corriger. Et je pense que nous, ce que nous sommes en train de faire justement, c'est à travers nos structures, comme l'ONEF, c'est déjà de discuter avec le secteur privé, de faire des enquêtes et de voir réellement ce dont le secteur privé a besoin. Parce que le secteur privé va vous dire, en réalité, nous avons des emplois, hein, mais nous n'avons pas les gens qu'il faut pour occuper ces postes-là. Donc nous, ce que nous faisons, on travaille avec le secteur privé, qui nous aide déjà à identifier ce que sont leurs besoins. Une fois que ces besoins sont identifiés, pour le développement des curricula, pour tout ce qui concerne la création des référentiels et autres, c'est l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle qui s'occupe de ça. Et c'est ce qui nous permet de faire justement l'adéquation entre la formation que les gens reçoivent et les besoins réels des entreprises. Donc nous sommes en train de travailler sur ça et nous pensons qu'au bout de ce travail-là, nous avons déjà la loi d'orientation sur la formation professionnelle que nous avons. Nous sommes en train d'essayer de développer, disons, de finaliser les textes d'application. Une fois que nous avons ça, le cadre juridique est créé pour que nous puissions travailler avec le secteur privé et aller vers des formations qui puissent nous permettre de mettre les jeunes directement dans les entreprises ou dans les usines pour qu'ils puissent commencer à travailler. Ça veut dire qu'actuellement, même quand on est formé au métier, on est mal formé? Pas toujours, mais il y a beaucoup de gens, lorsque vous leur donnez des marchés à exécuter, vous allez quand même vous dire, pour quelqu'un qui est sorti d'un centre de formation professionnelle, qui a eu un certificat, tout ça, vous pouvez vous attendre à un certain niveau de compétence que la personne peut ne pas avoir, justement parce qu'il y a une chose qu'on a négligée dans la formation qui est très importante, une chose qui est très importante pour l'entreprise. Et donc maintenant, nous essayons de mettre tout ça ensemble et que même le secteur privé puisse participer à la formation de ces jeunes-là. Donc nous travaillons sur ça, nous travaillons avec le secteur privé pour que nous puissions arriver à un point où, dès qu'il y a un emploi qui est ouvert, que nous puissions trouver des jeunes maliens qui peuvent les occuper. Monsieur le ministre, parlant toujours de formation professionnelle, il y a certains qui se considèrent comme les grands oubliés, les seniors qui ont perdu leur emploi. Je veux dire, il y a quand même des vieux actifs qui ont perdu soit leur emploi ou qui veulent changer de corps. Que faites-vous pour cette catégorie de citoyens? Ça, c'est une question difficile. Parce que c'est une catégorie qui n'est pas prise en compte dans vos programmes. Vous savez, c'est vrai qu'on a souvent des gens qui vont à la retraite, mais en réalité, lorsque vous les voyez, vous dites, mais quel gâchis! Parce que ce sont des gens qui sont jeunes dans leur âme, qui sont dynamiques, et qui s'ennuient, et qui ont été habitués à travailler 10 heures, 12 heures par jour, et qui se retrouvent soudain à regarder la télé, à aller seulement au champ. Je pense effectivement qu'il faudrait que nous puissions trouver les moyens. Pour le moment, je n'ai pas une stratégie spécifique en leur direction parce que c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de défis à m'occuper de l'emploi des jeunes. Mais souvent, je leur fais appel dans des structures où on n'a pas besoin on peut prendre des retraités, par exemple, pour faire
certains travaux. Donc je leur fais appel. Je pense aussi qu'au niveau du ministère de la Jeunesse, ce sont des gens qui peuvent être très très utiles dans le cadre du volontariat, qui peuvent venir et encadrer par exemple des jeunes délinquants. J'ai vu ça ailleurs aux États-Unis par exemple. Les anciens inspecteurs, quand vous avez des jeunes difficiles, ils peuvent venir et ils ont des centres très spécialisés où ce sont les seniors qui font ce travail-là. Ils peuvent travailler encore dans les usines, accompagner les usines, ils peuvent travailler à encadrer des jeunes dans le cadre de l'embauche dans les milieux décentralisés. Je pense que je vais réfléchir aussi à leur... Est-ce que vous ne vous dites pas on a trop de problèmes avec les jeunes pour s'occuper des choses seniors? Je n'ose pas parce qu'on peut vraiment beaucoup apprendre de ces personnes-là. Moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un comme Seydou Badian Kouyaté ou que je rencontre Bakary Kamigna, j'apprends beaucoup. Donc je pense que nos jeunes aussi peuvent apprendre parce que ce sont des gens qui ont mis toutes leurs compétences au service de leur nation, qui avaient la possibilité d'avoir tout, mais qui ont décidé vraiment de venir et de travailler pour le Mali. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit inspirer aussi notre génération et que nous puissions les approcher, que nous puissions apprendre auprès d'eux pour aimer davantage notre pays, pour le servir et le servir loyalement. Alors, Monsieur le ministre, on a des centres de formation, des écoles de formation professionnelle, mais pas de centres de référence. Est-ce que vous avez envie d'en créer? Oui, absolument. Nous voulons des centres de référence et des centres d'excellence. Nous pensons que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, j'étais avec l'ambassadeur de l'Allemagne et vous savez que l'Allemagne est considérée comme un des plus grands champions du monde en matière de formation professionnelle. Et je leur ai expliqué que le défi de l'utilisation de la jeunesse passe aussi par l'amélioration de leurs compétences, le renforcement de leurs capacités. Et qu'en la matière, nous pouvons beaucoup apprendre de l'Allemagne et que je souhaiterais vraiment qu'ils puissent réfléchir à la création d'un centre d'excellence ici qui va non seulement former les Maliens, par exemple sur la mécanique auto, vous savez, les Allemandes sont parmi les plus belles et les plus robustes voitures au monde. Donc c'est de voir vraiment comment nous pouvons bénéficier de cette compétence, de cette expérience de l'Allemagne pour améliorer aussi nos ressources humaines, surtout par rapport aux jeunes. Parce que bientôt, vous savez, les Mercedes 190, ça va être dépassé. Vous allez avoir des véhicules électroniques que le mécanicien va ouvrir s'il n'est pas mécatronicien. Il ne voit rien, il ne peut pas toucher des fils, il ne peut pas tripoter des choses. Il faut faire tester ça par un ordinateur. Donc il faut que nous soyons aussi à hauteur de mission par rapport à ces questions-là. Alors, Monsieur le ministre, on arrive au terme de l'entretien. On s'imagine qu'il y a bien de chômeurs qui, apprenant que le ministre est l'invité aujourd'hui, viendront à l'émission, suivront cette émission. Est-ce que vous avez un mot à leur dire aux chômeurs du Mali? Ce que je voudrais vraiment dire aux gens aux personnes qui sont sur le marché de l'emploi, c'est vraiment de prendre des initiatives. Les gens sont beaucoup plus sensibles à quelqu'un qui se lève, qui fait l'effort d'aller vers les autres pour trouver de l'emploi. Je pense aussi que pour notre premier emploi, il ne faut pas dire non, si je n'ai pas ça dans mon secteur d'activité, c'est très difficile. Il y a un jeune qui a appelé hier soir lors de cette émission qui a dit moi, à partir de la 6e, j'ai commencé à aller faire les travaux journaliers pour gagner ma vie, pour m'habiller, etc. Moi, je suis beaucoup plus sensible à ce genre de jeunes diplômés parce que je sais que si vous lui donnez quelque chose, il va faire le travail. Quelqu'un qui a pris l'initiative, même sans avoir fini d'aller faire ça, pour moi, vraiment, j'encourage les jeunes à prendre des initiatives. C'est vrai que tout le monde n'aura pas la même chance, mais au moins, si vous êtes debout, vous commencez à avancer, il y a beaucoup plus de chances que quelqu'un puisse vous accompagner. Et il faut créer la différence par rapport aux autres. Si vous avez 60 000 ou 70 000 jeunes juristes, quelle différence vous pouvez créer pour que quelqu'un dise, bon, vraiment celui-là, je vais le choisir par rapport aux autres. Donc je crois qu'il faut que les gens soient conscients qu'ils doivent s'autonomiser, ils doivent prendre des initiatives, ils doivent courir des risques pour qu'ils puissent multiplier en tout cas leurs chances d'avoir un emploi. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir et je voudrais vous remercier pour chaque fois que vous nous tendez vos micros pour que nous puissions sensibiliser les gens, pour que nous puissions expliquer notre mission qui n'est pas facile. C'est un ministère très sensible. Je pense qu'avec le leadership du président de la République et du Premier ministre, nous allons réussir le défi qui nous a été lancé
de créer le maximum d'emplois au Mali. C'était un plaisir largement partagé et nous vous souhaitons bonne chance, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Action gouvernementale. Bonne suite de programme sur l'ORTM.